Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons aujourd'hui le 13 octobre 2015, je suis Denis Voituron et aujourd'hui je suis accompagné de Christophe Peugnet. Bonjour Christophe, comment vas-tu ? Ça va très bien Denis, bonjour. Et je suis également accompagné aujourd'hui de David Catu de Microsoft Corp qui nous fait l'honneur aujourd'hui de participer à nos discussions du jour. Bonjour David. Bonjour messieurs. Alors Christophe, toi qui connais peut-être un peu mieux David que moi, est-ce que tu saurais peut-être, avant de rentrer dans nos petites discussions du jour, le présenter peut-être rapidement ? Bon d'accord, je vais faire les grandes lignes. David, tu me coupes si vraiment c'est faux, mais je crois pas que... Comme je l'ai déjà fait, mais je vais pas être aussi... Je vais pas détailler vraiment le truc. De côté informatique, 1999, tu sors avec un DESS de informatique fondamentale, Université de Toulouse 3. Oui. La même année, je relève que tu as un peu bossé en freelance pour la société de monsieur Nicolas Gomme, que nous connaissons maintenant chez Microsoft, qui était l'entreprise Callisto Entertainment, a priori. Tout à fait. Qui a créé en 90. La même année aussi, tu crées ta boîte en cogérance avec Yann Faure et Frédéric Collin, qui s'appelait la société BeWise, qui est donc c'était du consulting, développement, architecture, etc. L'année qui suit, tu deviens MVP C++, qui finira en MVP C# jusqu'en 2010. Exactement. En 2002, tu crées encore une autre boîte parce qu'une ne suffit pas. Donc tu es co-gérant avec Michel Rousseau. Oui, tout à fait. De la SRL Vertis. Et là, tu commences à créer officiellement, disons, le premier moteur 3D que tu as appelé Nova. Tout à fait. C'était un moteur qu'on avait utilisé pendant les années précédentes dans des démos parties. On s'en servait pour faire des concours. On l'a officialisé pour en faire une boîte. Oui, ça a toujours été, la 3D, ça a toujours été ton dada. J'imagine que c'est la passion du jeu vidéo initialement. Exactement. Et ça a fini, alors c'est une petite parenthèse, la 3D, tu as Babylon, maintenant c'est Babylon JS qui est quand même maintenant le moteur sur lequel tu bosses, qui est au niveau JavaScript, qui est dérivé qui s'appuie sur le WebGL. Oui. Mais entre deux, le Babylon, c'était la première version de Babylon. Dis-moi si je me trompe, mais c'était parti sur le Silverlight 5, puisque à une époque, qu'ils l'avaient intégré à la sortie de Windows Phone 7, ils intégraient un moteur 3D pour Silverlight 5 qui s'appuyait aussi avec tout ce qui était Xana. Exactement, c'est tout à fait exact. Voilà. 2008, je reprends. Donc là, tu ouvres ton blog philosophique, www.catue.com. Oui. Que je conseille à tout le monde de lire. Et on se demande toujours pourquoi tu n'as pas encore sorti de bouquin là-dessus, parce que tu pourrais en faire. Là, on a vraiment tout, il n'y a plus qu'à l'imprimer. 2012, tu sais un peu, ça serait la cyclopédie du savoir relatif et absolu. 2012, tu es technical évangéliste chez Microsoft. Enfin, je dirais un petit peu avant 2012, je crois. Mais là, je suis plus sûr. Non, c'est... alors, attends, que je sais jamais, on est en quelle année ? Juin 2011, peut-être. Non, c'était avril 2012, tu as tout à fait raison. Mais rapidement, tu deviens Technical Evangelist Lead, c'est-à-dire responsable des évangélistes à Microsoft France. Tout à fait, c'est ça. La même année, en septembre, tu sors un bouquin sur la programmation sur Kinect, qu'on peut toujours trouver chez Amazon, en anglais. 2013, tu pars à Seattle. Donc là, tu es Senior Program Manager. Alors là, c'est un truc, une parenthèse avant qu'on rentre dans le débat. J'ai jamais rien compris à tous les grades, en fait, tous les levels. Je sais pas comment on dit ça chez Microsoft. Parce que là, maintenant, tu es Principal Program Manager. Oui, tout à fait. Mais alors, il y a plein de niveaux comme ça. Tu peux atterrir jusqu'au PDG. Le plus grand, c'est CEO, effectivement. Mais bon, pas tout ce que j'ai envie de faire. Mais oui, tout à fait. Tu as les grades avec des niveaux. Donc, par exemple, tu vas être Program Manager 0, Program Manager 1, Program Manager 2, Senior Program Manager. Et après, tu finis Principal Program Manager. Et après, tu es Partenaire Program Manager ? Après, oui, ça peut monter, effectivement. Et donc, c'est des levels ? J'ai vu à un moment donné qu'il y avait des niveaux jusque, je sais pas, 50, 40, 60. C'est marrant, mais ça commence aux alentours de 58, 59, dépendant, souvent quand tu es en niveau technique. Et puis ça monte jusqu'au niveau 80 et plus. D'accord. Voilà. Et c'est quoi ? C'est de la promotion ? C'est une place qui se disponible ? C'est vraiment de la promotion.
avec des responsabilités et de l'argent associé. Oui, forcément, ça, mais il y a un moment où ça bloque, quoi, c'est tout. Voilà, je suis atteint le plafond, on peut plus. Faut aller loin le plafond quand même. D'accord, ok. C'est l'avantage d'être à Corp, c'est que le plafond est assez loin. Et tu vois, David, que je pense que Christophe a bien étudié le sujet. Il connaît quand même pas mal. Hein. Il est fort pour ça. Ouais. Alors, peut-être une question que les auditeurs se posent, c'est pourquoi es-tu là dans cet épisode ? Je pense que tu vas venir discuter avec nous expliquer un peu comment sont organisés les développements. Oui. Et donc, tu as agréablement accepté notre invitation pour nous expliquer comment ça se passe chez MS, chez Microsoft, au niveau des projets de dev. Oui, l'idée était voilà, on est développeur, on est ici en France, ou côté francophone en Belgique, excuse-moi Denis, et au Québec aussi. Voilà, on n'est pas forcément, on ne sait pas comment ça se passe chez vous, chez Microsoft. Pour nous, mais au départ, Microsoft, voilà, c'est une grande boîte, elle fait des logiciels, elle fait du matériel. On parle aussi de division, on entend ça. Donc, les connus, ça va être Surface, Windows, Office, etc. Mm-hmm. Ce que l'on voit du campus, ce qu'on peut s'imaginer, c'est un grand building où, quand on y va, on se rend compte qu'en fait, on arrive dans une sorte de village, entre guillemets, où on voit des bâtiments un peu partout, des buildings. Il y a 115 bâtiments. Il y a plus de 115 bâtiments maintenant, il y en a un peu plus. Alors, ils font 3-4 étages, c'est pas très haut, c'est très agréable, on est dans une sorte de petite forêt, c'est super beau même, il y a des parcs, il y a des magasins, tout ça c'est Microsoft, on rentre pas comme on veut. Hein. Alors, quand on se promène comme ça, de toute façon, allez voir sur Bing Maps, vous pouvez voir tout ça. Je ne sais pas si elle est déjà en 3D avec IR d'ailleurs. Et chaque bâtiment, alors c'est quoi ? C'est une division. Comment ça se passe ? Et toi, tu fais partie de quelle division ? Alors, il y a donc plusieurs groupes de divisions. Il y a plusieurs divisions, qui ont des objectifs distincts. Donc, tu as évidemment les divisions matérielles qui est sous Panos Panay aujourd'hui. Qui va s'occuper de tout ce qui va être Surface, les téléphones, etc., le band. Et puis tu as la division qui va être Operating System, qui s'appelle aujourd'hui WDG, Windows, je sais plus quoi, groupe. Division. Ouais, peut-être division, il faudrait que je cherche. Donc elle est sous Terry Myerson et elle s'occupe effectivement de tous les OS. Voilà. Et quand je dis OS, en fait, vont être inclus à l'intérieur, par exemple, Edge. Edge fait partie de l'OS pour nous en termes de division. À côté de ça, tu vas avoir la division des outils de développement qui vont s'occuper, par exemple, de Visual Studio. Il y a également la division Azure, etc., etc. Donc, tu vois, en fait, on a essayé de découper la division Xbox aussi pour le gaming autour du produit, en fait. Oui, et puis, il y a une division qui est un peu à part. Qui s'occupe en fait, si tu veux, de l'évangélisation en tant que telle. J'aime pas trop le terme évangélisation, c'est plus la connexion entre les gens du vrai monde et les développeurs. C'est quand même quelque chose qu'il faut savoir, un développeur c'est censé développer. Et du coup, ils sont pas forcément souvent, voire assez rarement en relation avec les utilisateurs. Donc, il y a besoin d'une division qui s'appelle DX, pour Developer Experience, dans laquelle je suis, qui va être en charge d'avoir une main côté engineering, donc les gens qui font le produit, et une autre main côté vraiment le monde réel, les forums Facebook, les événements, de comprendre si le produit qu'on a fait correspond aux attentes, et encore plus que ça, de faire en sorte que la prochaine version du produit que l'on produira corresponde encore plus à ce que les gens ont besoin. Au marché. Mais oui, tu disais développeurs, pas les développeurs Microsoft, les développeurs de chez... justement, moi je parle aux développeurs Microsoft d'un côté et aux développeurs non Microsoft de l'autre. Je fais la liaison entre les deux. C'est le boulot de DX. Et justement, par rapport donc à ça, on voit donc Microsoft, c'est évidemment une entreprise énorme avec ses différentes divisions dont tu parles ici. Mais au niveau du développement à proprement parler, comment vous êtes organisé ? C'est-à-dire, chacun utilise sa méthodologie, toi tu en as une en particulier. Quelle liberté vous avez dans le travail au quotidien ? Alors, jusqu'à assez récemment, jusqu'à il y a 2 ans à peu près, on était sur la méthodologie Waterfall, donc qui était une méthodologie qui était assez adaptée au monde d'où on venait. Donc la technologie Waterfall, c'est vraiment la technologie en cascade. Tu as une analyse des besoins au début qui crée une spec, donc ça descend en cascade de l'analyse des besoins vers la spec descend en cascade vers les développeurs qui développent, et ça descend en cascade vers l'utilisateur final qui a reçu le produit.
Donc c'était des cycles assez longs, hein. C'était vraiment le monde dont on venait, c'est-à-dire que tu avais un Office tous les 2-3 ans, tu avais un Windows tous les 3-4 ans, etc. Donc tu avais 3-4 ans pour faire ce développement, cette méthodologie waterfall. Chose qui a changé puisqu'il a fallu s'adapter au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui est un monde beaucoup plus rapide, avec des cycles de développement beaucoup plus courts, plus agiles, c'était le terme consacré. Donc on a revu effectivement en profondeur notre méthodologie de travail. Et ça, c'est une impulsion qui est au niveau de la boîte en entier, c'est-à-dire qu'avec des cycles de longueur différentes, ceci dit, mais toutes les unités de développement chez Microsoft fonctionnent sur cette approche agile, à savoir, tu vois, Windows par exemple, c'est pour être tous les 3 à 6 mois mise à jour aujourd'hui, quand tu parles de Windows 10. Là, on va avoir la mise à jour de novembre, qui est donc juste après celle de juillet, tu vois, on a un cycle de 4 mois entre les deux, même pas 3 mois et demi. Donc forcément tu peux pas faire du waterfall, c'est-à-dire que tu peux pas passer 2 mois à faire une analyse des besoins, 2 mois à faire tes specs, et puis c'est trop tard. Donc il fallait vraiment adapter ça, et ça va être vrai même jusqu'à la Xbox, qui a des cycles de développement un poil plus longs bien évidemment, mais qui elle aussi va avoir une mise à jour plus fréquente. Voilà. Une question qui... Attends, Denis, une question que je me pose, on était au niveau des divisions, mais comment les divisions communiquent-elles? Parce que parfois, une incidence d'une chose toute bête au niveau de Windows, qui peut avoir une incidence avec la partie Office, l'Office que ce soit online ou etc., ou le SharePoint, je ne sais rien. Pourtant, ce sont des mondes qui sont différents, mais comment ça fonctionne à ce niveau-là? Je veux dire des bêtises, mais voilà, au niveau... Je ne sais pas si c'est l'OS, il décide demain, voilà, on enlève la base de registre. Terminé, on n'en parle plus. C'est une supposition. Hein, évidemment, c'est une supposition. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui se passerait? Parce que là, on touche tout le monde. Là, si tu veux, c'est justement là où on va voir apparaître 3 catégories d'acteurs dans cette opération, dans cette histoire. Les développeurs, forcément, qui est la grosse partie de la force vive de Microsoft. Et au-dessus de ça, il y a 2 unités. Enfin, au-dessus de ça. À côté de ça, je ne veux pas mettre de hiérarchie au-dessus de ça. À côté des développeurs, il y a les responsables qualité et les programme managers. Et pour répondre à ta question, c'est vraiment le boulot des programme managers. Donc, comment fonctionne en fait aujourd'hui Microsoft quand tu regardes une nouvelle release de quelque chose? Prenons Windows 10 par exemple, donc pour la release de novembre, qui s'appelle Threshold 2, donc l'évolution numéro 2 de Windows 10 si tu veux. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a eu fini la première vague? Eh bien, les programme managers se sont rassemblés et on a fait un planning. Ce qu'on appelle un planning, en fait, c'est poser sur la table toutes les idées. Donc on se rassemble, et c'est là où le plus gros de notre boulot va être fait. Il y a des gars qui ont des idées spontanées. Ils vont dire, ouais, ce serait bien qu'on ait ça. Moi, j'arrive, effectivement, je dis, ben voilà, les développeurs dans le monde veulent ça, veulent ci, veulent faire cette fonctionnalité-là. Là, je pourrais parler de Edge, en l'occurrence. Et on met tout ça au milieu de la table et on établit un planning. Voilà. Et là, c'est le planning rêvé, ce qu'on appelle un planning sans limite. On va vouloir développer tout ça. Donc on fait une liste de tout ça, toutes les fonctionnalités que l'on veut. C'est le boulot des PM. On écrit des specs, on écrit des one-pagers. On essaie de faire ça de manière agile, c'est-à-dire que ça ne fait pas 20 pages. Il faut que ça tienne sur une page ou une grosse page, on va dire. Voilà, il nous faut une fonctionnalité qui pourrait par exemple être, dans ton cas, si on prend ton exemple, on va enlever la base de registre. C'est une nouvelle fonctionnalité. Qu'est-ce que ça va impliquer? Et donc là, notre boulot, c'est de faire tous les scénarios et pour l'utilisateur, quels vont être les avantages pour notre utilisateur de ne plus avoir de base de registre, et quels vont être les impacts. Et dans la recherche d'impact, moi, mon boulot, c'est la recherche d'impact sur vous, les développeurs. Et il y a d'autres PM dont le boulot, c'est la recherche d'impact en interne. Ok, on va enlever la base de registre. Or, il se trouve que Windows, Visual Studio, Office ont des dépendances sur la base de registre. Donc, on va aller voir les gars qui sont en charge des fonctionnalités qui ont besoin de ces dépendances-là, et on va voir avec eux, essayer de les convaincre et de leur justifier, de leur expliquer pourquoi on va faire ça. Du coup, va être déduit un coût additionnel qui va devoir être pris en compte. C'est-à-dire qu'il va y avoir le coût de développement d'enlever la base de registre et le coût de développement pour tous les copains autour qui vont devoir vivre sans la base de registre. Mais ça prend un temps fou. Ça prend un temps fou, effectivement, ben c'est pour ça qu'on est nombreux. Tout ça, une fois que c'est fait, ça nous fait une grande liste au Père Noël avec les développeurs vont intervenir pour coter. Ils vont dire, voilà, je sais pas, moi j'ai un utilisateur qui a demandé, il y a Tosnet qui m'a demandé à avoir la possibilité d'avoir le menu démarrer et le bouton démarrer à droite. Donc ça va coûter 3 jours homme pour le faire. Au-dessus de ça, on va ajouter effectivement la phase de revue qualité, est-ce que ça a des impacts, etc. Donc ça va nous donner un chiffre à la fin, un nombre de jours. Et tout ça est transmis au directeur, aux directors. Donc je pense que ça doit se traduire en directeur en français. Les directors, c'est les niveaux au-dessus de tous les PM et de tous les devs.
qui vont présenter ça au chef de division, en l'occurrence ici à Terry Myerson. Voilà, chez Edge, on a besoin de 3500 hommes-jours pour la prochaine version. Ok, ben nous, chez Windows, dans la partie Shell, on a besoin de 8500 hommes-jours. Ok, nous, dans la partie, qu'est-ce que je pourrais te citer encore? Sécurité, gestion mémoire, gestion disque, blablabla, tout ce qui dépend de l'operating system, et ça fait un gros pool à la fin. Et après, le boulot du directeur, c'est de dire, ben nous, on a un pool de 14 millions hommes-jours, et là, ce que vous nous demandez, si on voulait faire tout ça pour TH2, ça va nécessiter 16 millions hommes-jours. Donc, on va faire des cuts. Et c'est là que ça redescend vers nous. Et on dit, voilà les gars, voilà la barre. On a une barre à atteindre et il faut que ça coûte moins de 14 millions de jours. Et c'est donc là d'interminables discussions, où c'est là où tu peux vraiment argumenter pendant des jours et des jours pour dire, ben non, cette fonctionnalité, il la faut vraiment pour TH2, car telle entreprise et telle entreprise en ont besoin, du coup, parce que c'est ça, en fait, le boulot au final, c'est de justifier par rapport au monde réel, quelle fonctionnalité il vaut mieux mettre en avant. Et c'est assez dur. Parce que ça couperait un peu court à l'innovation si on faisait que ça. Tu vois, il y a aussi des choses qu'on ne sait pas si le marché va en avoir besoin, mais on sent que c'est suffisamment innovant pour le mettre en place. Donc est-ce qu'il faut le cutter, le mettre dans la prochaine version? Mais bon, mettre dans la prochaine version, c'est toujours difficile. Tu fais que décaler ton problème, la négociation, elle aura toujours lieu après. Donc ce genre de discussions que vous avez, ce sont des discussions, en gros, qui se font quasiment à chaque cycle. Je veux dire presque en permanence, mais tous les 3 mois, si on a un cycle de 3 mois, où on revient avec... C'est-à-dire que c'est exactement ça. Une fois que nous, on a fini ce cycle-là, les développeurs vont l'implémenter. Et donc nous, on commence déjà la phase du cycle d'après. Réfléchir, effectivement, donc là, après TH2, on va voir Redstone 1. Pour Redstone 1, okay, donc qu'est-ce qu'on a sur la table, pourquoi est-ce qu'on doit le développer, quel va être le coût, etc. etc. Combien en fait de temps tout ça vous mettez quand vous vous réunissez tout au départ? Tu parles au départ, voilà, il y a quelqu'un, on a un besoin, on a des spécificités à ajouter. Tu sais, vous vous réunissez, mais c'est un amphithéâtre, vous êtes combien? On va parler de Edge par exemple. Ben voilà. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que dans la division, ça se fait. Ça remonte par bulle, si tu veux, quoi. Chaque sous-entité a des sous-entités qui a des sous-entités, chacune remonte et est agglomérée au niveau au-dessus, simplifiée pour être représentée en haut, ce qui fait que, si tu veux, Terry Myerson, il voit pas les détails de « ok, on va implémenter la feature CSS3 de machin », il voit, lui, un coup plus global sur le layout, point à la ligne. Il voit que pour Edge, pour la partie layout, il a besoin de temps de jour, etc. Et puis après, il va dire, ok, ben moi, stratégiquement, j'en ai discuté avec Satya et le collège la senior leadership team, et on a décidé de mettre tant de budget sur Edge, les gars, démerdez-vous, quoi. Il va pas venir, si tu veux, inférer et dire, ah non, moi je pense que implémenter ECMAScript 7, c'est une mauvaise idée, tu vois. Oui, non, mais ça je comprends. Il nous attribue un budget qui descend au niveau après de tous les principals, et après, effectivement, ça se discute avec le patron de Edge, le grand patron de Edge, et voilà. Mais tout ce budget, quand il descend, c'est sur base de spécifications ou d'analyses qui ont déjà été faites. C'est pas un budget général pour pouvoir après choisir où bien les grandes lignes sont faites et on vient rajouter après des détails? Alors, ce budget, si tu veux, c'est là, c'est toujours pareil. En fait, c'est par rapport aux revenus financiers que l'on espère. Sachant que Microsoft est coté en bourse, on est obligé de présenter un bilan et de dire, voilà, on va estimer qu'on va faire tant d'argent. Donc du coup, il y a le coût de ce qu'on va gagner versus le coût de ce qu'on doit faire pour gagner cet argent-là. Donc il y a un budget argent, à un moment donné, qui est traduit en budget homme, qui est lui-même traduit après en feature. Donc ce budget homme, si tu veux, il est affecté grosso modo par paquet, et Edge va recevoir un certain budget, vraiment quasi presque indépendamment du besoin que l'on a finalement en feature derrière. Parce que si tu regardes, pourquoi est-ce qu'on donnerait plus d'argent à Edge qu'on en donnerait à Groove Music, par exemple, tu vois? Après, il y a une stratégie, bien sûr. On va dire, ben oui, Edge, on le veut parce que c'est notre vitrine, il est très important d'avoir un excellent navigateur, donc on va lui donner plus d'argent que Groove Music, au final, bien évidemment. Et tout ça va percoler dans les différentes couches qui se trouvent en dessous. Donc il y a quoi? Il y a des couches d'architecture au niveau des équipes. Il y a des gens qui sont dédicacés à ça, l'architecture, la gestion de projet, le dev, le doc. Il n'y a pas de gestion de projet, au sens terme, ça n'existe pas. Tu as des programme managers qui vont s'occuper de fonctionnalités. Tu as le programme manager qui va s'occuper du layout, les programme managers qui vont s'occuper du layout, celui qui va s'occuper de WebGL, celui qui va s'occuper de l'analyse CSS, celui qui va s'occuper de la compilation JavaScript, celui qui va s'occuper de la sécurité, celui qui va s'occuper du DOM, celui qui va s'occuper blablabla. Je crois qu'on a une vingtaine de buckets comme ça dans Edge. Et qui définit tous ces différents modules? Je veux dire, c'est quoi? C'est le PM? C'est toi qui détermine qu'on a besoin de telle fonctionnalité, donc il faut créer une équipe de dev pour ça?
Non, parce que c'est le dev qui l'a dit. L'architecture même de Edge a été faite, si tu veux, et en fait, ça dépend du produit. Edge, il a besoin d'analyser le layout, il a besoin d'avoir du JavaScript. C'est évident, en fait. Quand tu prends un navigateur, c'est les groupes qui nativement apparaissent. C'est comme si tu architecturais ton projet, et tu verrais les classes, en grosso modo, elles ont des regroupements assez logiques. Ça a créé les groupes, en fait. Les groupes sont nés du produit, en fait. Ouais, ok. Et donc, à partir de là, après, il y a des discussions. Moi, j'ai un avantage et un inconvénient, c'est que je n'appartiens pas à une feature, j'appartiens aux développeurs, aux web développeurs. Donc, je viens mettre mon nez dans tous les trucs, pour justement prendre des décisions. Est-ce qu'il vaut mieux faire ça, genre ça étant égal à supporter, qu'est-ce que je pourrais dire comme bêtise, un scroll asynchrone, versus prendre plutôt le support de WebGL 2. Tu vois. Et donc là, moi, j'arrive pour dire, eh bien, écoute, dans la nature, les utilisateurs, selon nos stats, vont plutôt utiliser le scrolling que WebGL 2, donc il vaut mieux quand même mettre notre engin là-dessus, etc. Il y a des accros tout le temps, constamment, il n'y a que ça. Parce qu'un PM, un bon PM, c'est un mec qui vit son produit, il vit sa feature. Pour lui, il n'y a rien d'autre plus important que WebGL 2, tu vois, c'était le PM de WebGL. Tout le reste, c'est de la pisse à côté. Tu vois. Donc chacun, ils sont pas tous comme ça, heureusement, sinon ça serait impossible. Il y en a qui sont plus facilement manipulables que d'autres. Mais ouais, les gens, ils croient à leurs produits, ils disent, mais c'est évident qu'il faut qu'on fasse ça. Et puis tu as le gars à côté qui dit, mais non, enfin, c'est pas possible. Il est évident qu'il faut faire les extensions dans Edge, par exemple. Tu vois. Il y a du lobbyisme. Et que ça, c'est le boulot de PM, tu es lobbyiste. Mais ça se passe à la cafette ça se passe partout. Ça se passe partout. Ça se passe devant une bière, ça se passe en réunion, ça se passe en escalation avec le boss parce que tu n'arrives pas à t'en sortir. Ça se passe qu'à un moment donné, on n'est pas d'accord. Et personne ne veut lâcher l'affaire, ça se décide au-dessus. Moi, j'ai une arme absolue. J'ai une arme atomique. C'est-à-dire ? Que je peux utiliser, que les autres n'ont pas. C'est que je peux mettre sur la table un partenaire. Je peux leur dire, mais voilà les gars, si on ne fait pas cette fonctionnalité, Dassault ne va pas utiliser Edge. Et en général, il n'y a rien qui passe face à ça. Ah oui. Ouais, c'est le résultat client aussi qui est le plus important. Quoi. C'est ton ancienneté. C'est vraiment une chose qui a été vraiment impulsée par Satya, c'est que on doit choisir Microsoft en général, non pas parce qu'on n'a pas le choix, mais parce que c'est bien. Babylone, ça t'a vachement servi. Comment ? Babylone, ça te sert énormément finalement. Et oui, Babylone va me servir pour tout ce qui va être de la communication avec la partie gaming, 3D, etc. En général, il n'y a pas de discussion. Voilà, on arrive, on dit voilà, ça se passe comme ça dans le vrai monde. Ah ok, ben merci. Et puis des fois, tu vas devoir te battre, tu vas devoir leur dire mais putain les gars, je vais vous donner une histoire un peu triste. Et heureusement que le blog est en français, comme ça ne devrait pas remonter trop fort. La première version de Edge, malgré tous mes efforts, ne supportait pas Localhost. Donc en gros, la première version de Edge, elle est sortie dans la nature, mais comme elle était dans les Insider Previews, c'était pas trop grave. Tu pouvais pas naviguer sur Localhost. Tu pouvais naviguer que sur une adresse externe. Or ça, mais c'est juste complètement con, parce que quand tu es un développeur web, tu vas tester ton site en local d'abord. Tu vas pas le publier à chaque fois sur ton Azure ou sur ton serveur pour le tester. Ouais, en général, c'est plus simple, c'est vrai. Hein. Ouais, donc c'était juste une fonctionnalité qui était... Et j'ai pas pu, malgré tous mes efforts, les convaincre que c'était complètement con de sortir Edge sans le support de Localhost. Et ça devait rester comme ça jusqu'en novembre. C'était le plan. Donc on disait, c'est pas grave, Edge, c'est pour Madame Michu, les développeurs web, ils s'en serviront pas. Donc là, j'ai dû vraiment me battre, j'ai dû aller chercher des partenaires, j'ai dû faire des témoignages, des mecs, récupérer sur Twitter des gars qui disaient, mais c'est quoi cette honte, etc. Pour amener devant les gens le fait que, mais bordel de merde, si on n'a pas Localhost, il faut qu'on arrête de faire un navigateur. Il n'y a pas de possibilité. Donc... Et j'ai une deuxième arme nucléaire, qui est très récente, qui s'appelle l'escalation à Satya. Tous les mois, DX fait une escalation à Satya en disant, mais voilà, on a constaté que comme on est à l'extérieur de l'engineering, on va faire du fingerprinting. C'est un peu moche, mais ça sert le produit au final. On va dire, mais eux là-bas, ils n'ont pas compris que les utilisateurs, ils ont besoin de ça. Donc, on met en face une liste d'utilisateurs qui nous donnent des feedbacks, genre, mais comment c'est possible que vous ayez pensé sortir Edge sans le Localhost ? Et puis on envoie ça à Satya. Et puis donc là, Satya, il a le bouton rouge, tu vas faire ça tout de suite, gros con. C'est vrai ? Tu l'envoies direct à Satya ? Ça s'envoie direct à Satya, tout à fait. On appelle ça... assistant, tout ce qui va... C'est pas moi qui écris, puisque il y a plusieurs programme managers dans mon groupe. Moi, je m'occupe de Edge, il y en a qui vont s'occuper de XAML, d'autres qui vont s'occuper de la Xbox, etc. Alors moi, j'ai un groupe de 3... On est 3 personnes avec David Rousset et un gars américain qui s'appelle Daniel Buchner, parce que Edge, c'est assez gros.
Et puis donc il y a un gars qui va s'occuper, par exemple, tu vois, d'HoloLens, il y a un gars qui va s'occuper du gaming avec Unity. Et eux, en fait, ils font le même boulot que moi, ils vont voir le vrai monde et puis ils s'aperçoivent que on est en train de shipper quelque chose, il va manquer un gros truc dessus, donc on essaie de négocier, on tente de manipuler, on gueule, Alors, on fait peur. ce qui est bien, c'est que là, tu es en train de dire, nous, on n'est pas de chez Microsoft, en gueulant très fort, ça remonte. Alors Vraiment. ça, vraiment, c'est l'objectif numéro un. C'est-à-dire qu'il y a gueuler très fort par le user voice. Non, non, Il y mais a intelligemment, je parle bien. Hein, Bien on sûr, est oui, et il d'accord. faut que ça soit logique. C'est-à-dire que si tu me dis, je comprends pas que vous n'ayez pas le support des réacteurs Anaconda, je te dis, ouais, c'est vrai, on l'a pas. C'est Tant vrai. pis. Tant C'est pis. dommage. Mais Mais donc, ça veut dire que tu te sers, comme tout à l'heure, tu dis que voilà, tu peux des listes de Twitter qui t'auraient 10 000 Twitter qui disent Mais putain, c'est bordel. l'arme absolue, c'est nucléaire. Il n'y a aucun argument face à ça. J'arrive avec un chiffre. Je vais leur dire, voilà, telle personne qui est super influenceur, qui a 2000 personnes, 20 000 personnes qui la suivent, ou encore mieux, le mieux du mieux, c'est quand j'ai une entreprise, tu vois, genre Dassault, qui m'envoie un mail et qui me dit, David, si vous n'avez pas ça, on se servira pas de Edge. Bah là, en général, Ça ça marche bien. arrête la discussion, tu vois. Mais de ouais. notre côté, c'est pas non plus quelque chose que. C'est vraiment, je dis nucléaire parce que c'est aussi comme l'arme nucléaire. C'est plus une dissuasion qu'autre chose. Faut pas que j'aille trop m'en servir parce que je vais couper l'herbe sous le pied aux bonnes idées que d'autres PM pourraient avoir en termes d'innovation. Le problème de l'innovation, c'est qu'elle n'a pas de. Je cherche le mot en français, puis on dirait Jean-Claude Van Damme. Elle n'a pas, voilà, elle n'a pas de gens extérieurs pour la supporter vu que c'est de l'innovation. Tu vois. Ouais. Donc il n'y a pas encore d'utilisateur qui pourrait dire putain, si j'ai pas ça, je vais pas m'en servir. Puisque forcément, c'est quelque chose qui est tout nouveau. Donc il ne faut pas non plus trop forcer et trop souvent appuyer sur le gros bouton rouge, parce que sinon ces gens-là ne vont jamais arriver à avoir des ressources, des développeurs au final. Parce que nous, on joue, les PM, en fait, on est comme dans un jeu à la Warcraft, tu vois, on a des ressources et on choisit de construire telle usine plutôt que tel bâtiment. C'est comme dans un jeu de stratégie temps réel, tu vois. Voilà. Donc il ne faut pas que je coupe les ressources non plus constamment aux autres PM, donc c'est un jeu difficile. Il faut que des fois aussi, il faut accepter de se laisser convaincre que, ok, bon, admettons, tu vois, les web notes sur Edge, le fait de pouvoir écrire sur l'écran, j'étais pas vraiment fan. Eh bien, on s'aperçoit aujourd'hui que de plus en plus, notamment avec le Surface Book, etc., ben, c'est quand même une chose que les gens utilisent assez fréquemment. Moi, vu de l'extérieur, c'est quand même étonnant que vous ayez comme ça la possibilité, surtout sur des points qui sont, enfin pas techniques, mais qui représentent quand même des éléments plus fonctionnellement ou techniques derrière, d'avoir la possibilité directement de communiquer ici avec Satya Nadella. Et il y a combien de PM qui ont, je veux dire, qui existent chez Microsoft et qui peuvent faire ce genre? Parce qu'il doit avoir un travail de fou, lui, derrière. Ah non, non, mais lui, c'est pas lui vraiment, en fait. Lui, il voit ça avec sa SLT, donc sa Senior Leadership Team, où t'as Scott Guthrie, t'as Terry Myerson, t'as le patron d'Xbox, je sais plus comment il s'appelle, t'as Panos Panay, etc. T'as les grands chefs de chacun des grands groupes. Et après, il dispatche, il dit, bon, mais voilà. Après, on a des priorités. C'est-à-dire que je peux pas faire ça pour chacune des fonctionnalités. En gros, à chaque fois que j'ai un problème, je rentre dans un outil particulier avec une priorité 0, c'est Satya. 1, c'est Terry Myerson. 2, c'est la leadership team de Terry Myerson. C'est-à-dire à qui va recevoir le mail, tu vois. Et ça, c'est Et toi ce qui mail, décides. c'est moi qui décide effectivement de prioriser. Donc tu vois, typiquement, quand malgré tous mes efforts, Edge n'a pas pu avoir le localhost, ben, j'ai mis ça en priorité 0. Le mois Ah ouais. d'après, localhost est sorti dans Edge. Ah oui, donc ça va quand même assez vite. Les Ah, mais décisions remontent et c'est redescendent vraiment assez pour vite, quoi. ça que je te parlais plus de waterfall, mais vraiment d'agile. C'est que on a un système, une contre-mesure. C'est DX en l'occurrence. C'est-à-dire que l'engineering fonctionne. Il y a des PM qui vont fonctionner avec des fonctionnalités. Ils vont analyser le marché. Ils vont faire des user focus. Et à côté de ça, il y a un contre-pouvoir qui est DX, qui est vraiment de dire ok, ben nous on va aller voir les gens, on va discuter avec eux. Chose que ne peuvent pas faire, et c'est normal, les développeurs, puisqu'ils doivent développer. Et justement, si on vient plus sur cet aspect-là maintenant de développement, dans l'aspect coding, Oui. donc une fois que les tâches sont attribuées, les sujets sont attribués aux différents développeurs, comment ça se passe la journée d'un développement Par exemple, je prends chez moi, on utilise aussi souvent la méthodologie agile, bah, on répartit les tâches aux développeurs, nous souvent en Visual Studio Online par exemple, donc qu'est-ce que Ben vous nous utilisez aussi, on comme utilise tools? VSTO. Pareil, on utilise Visual Studio Online. Ah oui, ok. Et donc, tout ce qui est codé, remonter le code, à ce moment-là, quoi, il est automatiquement buildé aussi tous les jours et puis Alors, supervisé avec du code review ou comment ça se passe? déjà, si tu prends Windows, hein, non, c'est vraiment l'une des deux plus complexes avec Office, tu peux pas builder Windows sur ta machine, c'est pas possible. Ouais. Enfin, sinon, ta machine, elle passe la journée à faire ça, en fait. Je vais te donner un exemple, quand je build Edge sur ma machine, c'est 45 minutes. Ah ouais. Donc, pendant ces 45 minutes, j'ai 4 SSD,
qui sont mis à genoux parce que c'est du C++, il y a des OBJ qui sont buildés d'un côté, j'essaie de mettre les bins de l'autre, les ressources sur un troisième disque, etc. Et les PDB sur un quatrième. Et ça met ma machine à genoux. La majorité du code est codé en C++, où il y a aussi du C# ou autre. Non, oui, c'est si ça. Tu prends Edge, c'est 99% de C++, c'est XAML. Et Windows, Office aussi, je suppose. Windows et Office aussi, oui. Et Windows va utiliser XAML. En fait, l'UI, c'est quasiment plus que du XAML. Le code en dessous, c'est du C++. Donc ça, si tu veux, quand je vais décider de compiler l'intégralité de Edge, je vais prendre un café. Donc moi, c'est pas gênant, parce que pendant ce temps-là, je peux arriver à faire des mails, discuter, bosser sur mes specs, ou trouver des bugs fixes, parce que c'est aussi un de nos rôles. Des fois, il faut aider les développeurs. Donc moi, je développe beaucoup de frameworks en JavaScript pour combler des manques qu'on n'a pas le temps de mettre au niveau engineering, donc on met ça en open source, c'est des choses qui vont fixer des bugs ou des manques qu'on a dans le produit, faire des polyfills par exemple, donc c'est aussi un des rôles du PM. Mais le dev, le matin quand il arrive, il va sur son TFS, il voit les tâches qui lui sont affectées, il bosse dessus comme n'importe quel dev, et quand il a fini, il commit ça sur une branche. Et on a des centaines de milliers de branches que vous pouvez peut-être voir apparaître. Je ne sais pas comment ça se passe, moi je suis Microsoft, donc je vois plein de branches apparaître quand je suis dans Visual Studio et que je veux choisir les Insider Build, vous savez. En fait, moi j'ai Insider Build Fast and Slow, et puis j'ai aussi toutes nos branches qui sont à l'intérieur. C'est-à-dire que je peux en choisir une, et je vais la recevoir, et ces branches sont buildées la nuit par des machines de build. Donc elles buildent toutes nos branches. Par exemple, pour Edge, je crois qu'on a une cinquantaine de branches différentes. Une pour, par exemple, la branche où on va bosser sur WebRTC, la branche où on va bosser sur, je sais pas moi, une feature de l'interface comme les previews des tables, etc. Chacun bosse dans son coin, si tu veux, et pour pas être emmerdé par les builds des autres, on a nos branches, en fait. Et après, ces branches, elles sont remontées d'un niveau. Donc, il y a la branche th2_edge qui va merger, si tu veux, toutes les sous-branches pour faire un conglomérat des features qui ont été faits par les développeurs. Et il y a une équipe qui est dédiée à justement gérer les collisions, etc. Parce que forcément, il y a des conflits. Oui. Donc c'est un boulot, mais de camp, mais d'une force. Et les gars qui acceptent de faire ça, j'espère qu'ils sont bien payés, parce que c'est vraiment la merde. T'imagines que, je sais pas si vous avez déjà eu des conflits déjà sur vos propres projets quand on est deux à bosser dessus. Ouais. Il faut imaginer que tu as 500 personnes qui bossent sur 15 ou 20 branches, et à un moment donné, il y a un gars qui va dire, bon, on va merger tout ça, tu vois. Donc il a des conflits de partout, c'est l'enfer, c'est vraiment l'enfer. Et ils font ça en permanence ou il y a des étapes? Non, c'est de temps en temps, on fait ça de temps en temps et on demande aux gens de bien nettoyer tout, que de ne pas merger des trucs de bourrin, tu vois, d'essayer d'être intelligent, mais au bout d'un moment il faut bien merger le boulot de tout le monde, donc ça remonte dans TH2 Edge, et après il y a une autre branche au-dessus qui s'appelle TH2 Release, qui va merger toutes les entités de Windows par exemple, pour te produire la build 565 que vous avez vu apparaître récemment par exemple. C'est ça, donc toutes les nuits, il y a des builds de chacune des branches. De temps en temps, on fait des merges. Mais c'est 565, c'est-à-dire qu'il y en a eu 565 avant. C'est une par jour. 566, 567, etc. Ah oui, c'est ça, la numérotation, c'est ça, c'est aussi simple que ça. Ouais. Par contre, si tu vas, ce qui est amusant, c'est que tu vas pouvoir peut-être builder la 564 et il n'y a pas encore eu d'intégration des branches, donc elle a quasiment zéro feature, et tu prends la 565 qui est pourtant un numéro après, mais entre les deux, on a fait notre opération de merge de toutes les sous-branches et tu as plein de fonctionnalités qui apparaissent. Donc un numéro de version n'implique pas des features, si tu veux. Ça dépend à quel moment on va décider de merger les branches, en fait. Et comment vous choisissez quelle branche doit être mergée? Parce que toi, tu remontes ton code, enfin les devs remontent leur code dans chaque branche, dans chaque features. Quand tu fais ton commit, quand tu considères que c'est suffisamment prêt, tu la remontes, effectivement. Elle va remonter donc à ton niveau supérieur, donc par exemple TH2 Edge, et puis à un moment donné, on considère qu'il y a une suffisante stabilité sur un numéro de build parce que les quality directors ont décidé que c'était suffisant. Et bien ça va être remonté dans WinMain en fait. En l'occurrence là c'est plus WinMain, c'est TH2 Release, mais ça s'appelait WinMain avant. Et voilà. Et après quand la phase de test interne est suffisante, puisqu'on a nos propres boucles à l'interne, les gens vont recevoir les builds, soit en slow, soit en fast. En interne aussi, ça fonctionne pareil. Quand on considère que le slow interne est suffisamment de bonne qualité, on refait une phase de test. Et quand on sait qu'il y a toujours des bugs, mais qui sont suffisamment pas impactants, on ship ça aux insiders. Ah justement, là, les tests d'intégration, alors comment ils sont organisés? Qui fait quoi? C'est des équipes spécifiques qui vont tester des caractéristiques? Alors, il y a des quality reviews, effectivement, et puis il y a surtout du dogfooding, c'est-à-dire qu'on s'en sert tous les jours. C'est quoi? Ce qu'on appelle dogfooding, c'est l'expression américaine, c'est eat your own dog food. Mange la viande de ton chien. Mange la bouffe de ton chien. Le dogfooding, c'est ça. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose en français, mais c'est une expression américaine qui veut dire sers-toi de tes propres produits, quoi.
Donc quand les quality reviews ont été faites, et ils ne peuvent pas passer partout, c'est juste humainement impossible de tout tester. Il y a bien sûr des tests unitaires et des tests d'intégration, forcément, mais c'est pas possible de tout tester dans Windows. Prends Windows et clique partout comme un débile, tu vois. On peut faire des tests effectivement, mais il faut quand même que les gens s'en servent pour justement avoir des cas assez complexes d'usage. Comment vous définissez ce qui doit être testé? C'est tout? Il y a un protocole? On laisse les gens se servir de leur Windows. Donc on va shipper à l'interne toutes les machines des gens qui ont accepté de faire du dogfooding vont être mises à jour pendant la nuit et le matin t'arrives. Tu vois, ce matin j'étais sur une build et puis hier j'étais pas sur la même. Donc je vais continuer à me servir, je vous parle sur Skype, etc. Et quand il se passe quelque chose qui crache, je remplis un bug dans le TFS. Et il y a une équipe de triage qui passe tous les jours et qui va après affecter ça aux bons développeurs. C'est ça, donc mais avant ça, il y a des tests unitaires qui sont faits par les développeurs eux-mêmes. C'est eux qui créent leurs tests unitaires? Ouais, tout à fait. Ils créent leurs tests unitaires. Ça, c'est la nouveauté, effectivement, depuis qu'on a enlevé le groupe des testeurs. C'est ça, donc les développeurs codent, ils font leurs tests unitaires en même temps, tout ça remonte. Et ils sont responsabilisés sur leurs tests unitaires, parce qu'avant, ils codaient, puis ils balançaient ça aux testeurs. Les testeurs, ils jugeaient la merde, et les développeurs... L'idée était, et je la comprends, mais elle ne marche pas dans la réalité, que plus tu codes, moins tu testes, mais plus tu codes. Oui. Et c'est toujours la grande discussion, c'est si ce sont les développeurs qui font les tests unitaires, ils sont peut-être influencés aussi par leurs propres tests, donc maintenant c'est vrai qu'il y a un minimum à voir. Mais donc fait, c'est la responsabilisation du développeur. Tu es responsable du code que tu as produit, donc s'il ne passe pas les tests unitaires, tu ne commites pas, et tu ne pourras committer que quand tu auras passé tes tests unitaires. Au niveau des interfaces, des ressentis, qui sont parfois, on ne peut pas laisser dans la nature un produit où il y a une ergonomie ou quelque chose qui ne va pas, un bouton mal placé, je dirais bêtement. Comment ça se passe ça? Il y a aussi les devs plutôt design, tu vois ce que je veux dire? Non, tout à fait. Il y a effectivement des équipes en amont de designers qui dessinent le produit. Et qui ont leur propre PM, et qui ont leurs propres interfaces avec les utilisateurs, etc. Et qui font en parallèle. C'est en parallèle, tout à fait. C'est fait en amont. Pour que les développeurs puissent se développer. Parce qu'en fait, tu vas soit développer des fonctionnalités qui ne sont pas directement accessibles, soit tu vas développer l'UI. Et les développeurs qui font l'UI bossent effectivement avec des designers. Et eux reçoivent également les produits buildés pour pouvoir les tester par après et valider ça aussi. Exactement, tout à fait. Et après, c'est pareil, tu as des designers qui pensent avoir révolutionné le monde et qui vont te faire des interfaces de merde que personne ne va aimer, genre la barre d'adresse d'un Edge sur le Windows Mobile en haut. Mais ils te justifient ça, mais d'une force, quand tu les écoutes, tu dis finalement, tu as peut-être raison. Et puis après, tu te confrontes à la réalité. Et la réalité est tout autre. Les utilisateurs n'achètent pas, et ça ne marche pas. Ils achètent pas. C'est quand même fou d'arriver après. Enfin, ça s'est pas passé comme ça, puisqu'elle est arrivée en bas, ou c'est un choix, je ne sais plus. Non, des fois, elle est en bas. Vous avez gueulé parce qu'on a eu des Azure Voice, parce que DX, on a fait une escalade ça faisait partie de l'escalade à Satya qu'on a faite, et que finalement, on a dit non, c'est pas bon. Bon, après, il y a des fonctions qui sont parfois... Il y a une deadline à vos produits. Je présume que, quoi qu'il en soit, à telle date, on doit sortir le truc. On essaye de ne pas shifter, effectivement. Et... des fois, tu n'as pas le choix. Quand tu as une build, il y a vraiment un gros problème qui la rend inutilisable, on ne la sortira pas. Mais là, tout le monde va être sur le pont, tu le sens passer. Et en général, on évite tous d'avoir à bosser le week-end, tu vois. Vous évitez? On essaye, oui. On essaye de ne pas avoir à bosser le week-end parce qu'il y a une build qui a craché, qu'il faut la sortir absolument, tu vois. Et quand vous évitez, ce sont des équipes qui sont grandes? Une équipe de dev pour une fonctionnalité, que ce soit Edge ou d'autres produits, c'est des équipes de quelle taille? Ça va dépendre. L'équipe WebGL, tu vois, c'était 7-8 personnes, 7-8 développeurs et 2 PM. C'était une équipe relativement petite. C'est ça. Ce sont des petits modules, des petits développements qui sont ensuite agglomérés. Ça va. On va essayer de segmenter assez bas pour les rendre agiles, justement. Tu vois, de ne pas avoir 100 personnes qui bossent sur la même chose. Chacun dans son bureau? Ça dépend. Les équipes Edge sont dans des open space et tu as d'autres équipes qui sont dans des bureaux fermés. Ça dépend. Il n'y a pas de politique sur ça. Vous êtes agile? Vous pouvez bosser de chez vous? Ah oui, on a tout à fait le droit de bosser de chez nous. Tout à fait. Moins les PM, parce qu'une grosse partie du boulot se passe dans la négociation, je viens de te dire. Il faut que je vois les gens, quoi. J'aime pas trop faire ça par Skype. Des fois, c'est pas le choix parce que j'ai des impératifs, mais j'aime bien voir la personne en face. Il y a une partie de ma manière de convaincre qui se passe dans ma communication physique, en fait. Ouais, tout à fait. Où je leur montre que je suis vraiment persuadé de mon truc, ça se lit dans ma manière de me comporter, quoi. Et justement, au niveau de l'organisation, il y a des horaires fixes? Vous devez arriver à telle heure, partir à telle heure? T'as déjà essayé de donner des horaires fixes à des développeurs et ça allait marcher? Ouais, c'est le gros problème, mais bon. Non, tu peux pas. Les développeurs, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Et puis, alors franchement, je suis de l'école, je suis développeur avant tout. Moi, la créativité, je commande pas quand est-ce qu'elle arrive. On me dit pas, tu viens à 8h. Des fois, elle arrive à plus tard, tu vois. Ou plus tôt. Donc,
C'est défini sur les objectifs. Vous définissez des tâches. Il faut que pour tu as une telle tâche à date- faire, elle doit être rendue à telle date. Ouais, c'est ça. Si tu as envie de bosser de 2h du mat à 5h, genre Mathieu Mézil, tu vois, eh ben Mathieu, il a sa créativité la nuit, c'est comme ça. Bon, si tu le forçais à bosser la journée sur des horaires de bureau, tu aurais de la merde. On peut aller dans les builds, dans les bâtiments n'importe quand? Oui, on a accès comme ça, ouais. Tu as fait les serveurs tournent non-stop. Après, les serveurs de build la nuit. Donc effectivement, si tu veux committer quelque chose et que tu la commites à 4h du mat, eh bien, ça remontera pas sur la build avant le jour d'après. Ouais, mais tu peux le tester localement. Toi, tu testes en local, bien sûr. Il te faut 45 minutes pour pouvoir le tester. Mais... Alors, 45 minutes, c'est quand je rebuild tout Edge depuis zéro et que j'utilise pas les pre-compilated headers. Si tu prends que ta fonctionnalité, que tu arrives à l'isoler, que tu recompiles pas toutes les délais autour, ça peut aller beaucoup plus vite. En 5-6. Faut pas oublier le point-virgule en bout de ligne, hein, parce que ouais. si tu attends 45 minutes de plus... Si tu veux tout rebuilder et qu'au bout tu t'aperçois qu'effectivement tu n'as pas pu tout rebuilder parce que tu as un point-virgule, bon déjà tu vas te détester personnellement. Oui, voilà. Jamais de ta vie je pense que tu oublieras des points-virgules. Et quand il y a des bugs qui sont trouvés, ou des problèmes de testing, que ce soit en termes, on parlait de design ou de fonctionnalité, c'est quoi? Il y a des bugs qui sont créés directement aussi dans TFS, dans Visual Studio Online? On crée le bug dans Visual Studio Online, on a, comme si tu utilises VSO, c'est pareil. On crée le bug. Si tu connais à peu près le gars qui l'a fait, tu peux lui attribuer. Sinon, tu ne l'attribues à personne. Et il y a une équipe de triage qui bosse tous les jours, dont leur objectif, c'est de voir s'il n'y a pas de duplicates déjà, si ce bug n'a pas déjà été remonté. Si le bug est assez bien défini et qu'il est reproductible, et après, il l'envoie au développeur. On essaye, tu vois, que le développeur, il reçoive vraiment le bug, il passe dessus, ok, tac, 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 je vais fixer pour aller vite, et qu'il n'ait pas à passer des heures à décompiler ton code. Tu vois, parce que les utilisateurs, ils t'envoient un bug, ils te disent, ouais, cette page web, elle ne marche pas. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Me dis rien dans ce cas-là, ça sert à rien, quoi. Ce que tu viens de faire, ça sert à rien. Il faut me dire, voilà la capture d'écran, j'étais en train de faire ça, pourquoi ça marche pas? Ça veut dire quoi? Ben, ça a craché, tu vois. Donc on essaye de protéger les développeurs de ça et de leur préparer qu'ils n'aient plus qu'à aller voir en leur disant, voilà, tu vas sur jsfiddle.net, je t'ai reproduit le bout de JavaScript qui fait que ça plante, t'as plus qu'à l'exécuter, tu vois, ça plante pas sous Internet Explorer ou sous Chrome, à toi de jouer. Et là, il est efficace. Et ce genre de remontée, de bugs par exemple, il y a des équipes qui sont dédicacées à les filtrer pour déjà voir ce qui est bon, comme tu le dis, et puis à les réorganiser. C'est le triage, tout à fait, ouais. Ils font le triage. Non, je dis, et malgré ça, il y a encore des bugs qui passent, quoi. Et malgré ça, ben oui, mais il y a 4 milliards de pages web dans le monde. 4 milliards de pages web. Ouais. Et tout utilise un langage extrêmement modulaire, puisque très permissif, qui est JavaScript. Je te donne juste l'exemple de Edge ici. Mais ça s'applique à n'importe quel autre truc. Tu prends Word, ou Excel, tu fais une formule méga compliquée que personne n'a pensé à faire, qui fait référence 4 pages dans 2 fichiers pas ouverts. Oui, effectivement. On essaye dans la majorité. Je veux dire, personne ici ne veut des bugs. Mais des fois, ça arrive. Ouais. Qu'un développeur me montre qu'il n'a jamais eu de bug, dans ce cas-là, je l'accepterai qu'il nous critique. Dans les environnements, vous avez aussi comme on peut parfois retrouver en entreprise, des environnements de dev, d'acceptance, de test, de prod, donc différents niveaux. Parce qu'ici, c'est buildé, mais après, le build, qu'est-ce que vous en faites? Les builds, justement, sont là pour être testés, tu vois. Et c'est pour ça que c'est buildé tous les soirs, parce que les PM vont... Tu vois, le dev, il va me dire, ah bah, ça y est, j'ai fini telle fonctionnalité, ok, je récupère sa build, qui a été buildée dans la nuit, je l'installe, donc je m'installe Windows, avec un numéro de build particulier. Donc là, tu fais attention à n'aller chercher que ce que tu veux regarder, parce que tout le reste autour de toi, il faut t'imaginer que c'est du brouillard, quoi. C'est pas stable ou quoi que ce soit. Toi, tu vas juste récupérer cette build-là, parce que tu vas aller tester une fonctionnalité. Et une chose qu'il faut savoir également, c'est que la majorité du temps, les fonctionnalités-là que l'on a sont buildées depuis très longtemps, et elles sont cachées derrière des clés de registre. Ça permet, si tu veux, de ne pas mettre le système en mode instable, et tu n'actives la fonctionnalité que on demand. Tu vas dans la base de registre, tu mets la clé qui va bien à la bonne valeur, et hop, la fonctionnalité va apparaître. Et ça nous permet vraiment d'avoir... tu vois le même mécanisme que tu as aujourd'hui avec Edge, avec la page About Flags. Ouais. Plutôt que de tout mettre en public où les gens vont tester du code qui n'est pas encore sec, les gens qui veulent vraiment le tester, ils vont dans About Flags, ils activent une fonctionnalité, et là on leur dit, attention garçon, c'est expérimental, use it at your own risk, et tu vas du coup pouvoir t'en servir en sachant qu'effectivement c'est une fonctionnalité expérimentale. Mais tout Windows fonctionne pareil. On a plein de fonctionnalités expérimentales qui sont cachées derrière des clés de registre. On aime bien nous ça en plus. Ouais, c'est sympa. Tu vois. Et après, quand les gars dans la nature le trouvent, c'est toujours sympa. Tu vois, t'as des articles. Ouais, si tu mets telle clé de registre, tu vas activer le renderer de Nakoda, tu vois, et bien hop, c'est cool. Mais voilà, si. Et ça permet d'avoir des builds qui sont faits toutes les nuits, sans être dans un état catastrophique, parce que justement, la majorité des fonctionnalités qui ont été buildées et rajoutées, et qui pourraient potentiellement rendre le système instable, sont derrière une clé de registre.
Et Et derrière... c'est ça notre environnement de dev, ou notre environnement de staging, si tu veux. Ouais, c'est ça. Juste, Ouais. on va prendre les builds au fur et à mesure. Et derrière tout ça, donc les développeurs qui codent, une fois que ça passe par les phases de test et éventuellement les détections de bugs et autres, il y a quoi? D'abord, il y a un code review qui est réalisé au niveau du code ou c'est remonté Alors, tel quel? alors, tout début, les devs entre eux ont des reviews par leur pair, forcément. C'est-à-dire que personne ne peut committer s'il n'y a pas eu un code review par au moins plusieurs personnes. Ah oui, d'office, plusieurs personnes Ouais, qui sont d'office, obligées de plusieurs vérifier. personnes vont venir scruter ce que tu as fait comme modif pour te donner d'autres points de vue, discuter avec toi, vérifier que les règles de coding ont été respectées, et puis que ton algo c'est bon, qu'il est efficace, que... Tu sais, parce que tu as différents niveaux, et en fait, tu as, pareil que chez les PM, tu as le développeur, Software Developer Engineer 1, 2, Senior et Principal. Et en général, c'est plus tu montes, plus tu es bon. Ce qui est contraire à ce qu'on connaissait par ailleurs dans d'autres environnements. Mais là, en général, tu passes pas trop facilement entre les mailles du filet. Quand tu es principal développeur, tu envoies de la grosse patate, quoi. Et donc, quand parce que tu as besoin d'une force de production, donc tu vas peut-être avoir plusieurs SDE 1 ou 2 qui sont moins bons, ou qui sont très bons, mais qui n'ont pas encore atteint le niveau supérieur. Et ils vont te faire des commits, et toi, tu vas vérifier que, ok, donc là, tu as utilisé le bon algo, mais là, tu vois, fais attention, tu consommes de la mémoire, ou là, tu viens d'introduire un problème de sécurité, parce qu'il y a tout ça à vérifier. Il y a la qualité du code, est-ce que ça ne pose pas de problème de compatibilité ou de bug, mais quels sont les risques en termes de sécurité, est-ce que tu as bien vérifié tout ça, est-ce que c'est le meilleur algo en termes de performance, est-ce que tu vas pas drainer la batterie en faisant ça, bla bla bla. Ouais, ouais. Et il y a aussi des conventions, des naming conventions pour respecter des règles de Oui, bien nommage sûr. et ce genre de trucs. On a des règles de nommage, tout à fait, ouais, pour avoir une unification, c'est ingérable, sinon si chacun implémentait avec ses propres règles, le code serait vachement moins lisible. Et la grande question, oui, ben voilà, la grande question existentielle, c'est est-ce que vous documentez vos méthodes ou est-ce que vous laissez des noms documentés elles-mêmes par la méthode elle-même, donc des noms à rallonge, je veux dire. Ça va dépendre des groupes, tu vois. Chez Edge, il y a la plupart du temps, c'est quand même le cas. On a des SharePoint qui documentent tout ce qu'il y a à savoir. Tu vois, c'est le petit guide du nouveau développeur. Tu viens d'être embauché, mais on te met face à un SharePoint qui a plein de documents à lire. Qui va t'expliquer et les algos en place. Imagine l'algo par exemple qui va scanner les cascading style sheet ou l'algo de compilation des tokens en JavaScript, tu vois. Il faut quand même le comprendre, quoi. Donc on t'explique et les règles de nommage et puis les algos mis en place, comment fonctionne le système. Donc tu te manges genre, tu vois, 3 semaines de lecture pour rentrer dans le jus, quoi. Et puis tu vas faire tes premiers commits, tu vas prendre des tartes dans ta gueule, tu vas comprendre et tu vas t'améliorer, et puis voilà. Et justement, au fur et à mesure que forcément que le développeur évolue, il reçoit a priori au départ beaucoup de bugs, enfin il génère beaucoup de bugs ou il génère beaucoup d'anomalies. Exactement. Et il y a quoi? Il y a des statistiques? Vous évaluez ça en permanence? Non. Non, parce que pour plein de raisons. Et ça c'est amusant, le développeur ne va pas être... Alors, sauf cas grave, que le gars, genre, il écrit 3 lignes, il génère 20 bugs, mais en général, quand un bug est affecté à un développeur, ce n'est pas vu comme un échec. Un échec. Ouais. Parce que la complexité du système est telle que n'importe quel être humain normal ne peut pas ne pas générer de bugs. C'est pas possible. Il y a des implications et des intrications partout. Quand tu bosses sur l'operating system, imagine tu bosses sur la mémoire, gestion de la mémoire. T'imagines les impacts que tu as sur tout le monde, du driver en passant par l'appli Notepad. C'est tellement intriqué que effectivement tu vas faire de ton mieux. Ton manager va vérifier, va revoir les bugs que tu reçois. Effectivement, si les bugs que tu reçois sont très gros, c'est et la faute du développeur et la faute de tous ceux qui ont fait le peer review aussi. Donc c'est pas juste le développeur. Donc qu'est-ce qu'on fait? On tape sur toute l'équipe. Et ça arrive des fois, c'est comme après un match de rugby, tu vois, l'équipe elle a pas vraiment joué proprement contre, je sais pas moi, les Irlandais par exemple. C'est tous des connards, on va tous leur en foutre plein la gueule, mais pour autant, je pense qu'ils n'avaient pas envie de perdre, tu vois. C'est juste qu'ils étaient dans une mauvaise période. Et bien là c'est pareil, le développeur il a reçu un bug, il en reçoit plusieurs, au bout d'un moment on va lui dire, c'est quand même, tu as un bug rate qui est assez élevé, donc qu'est-ce qui se passe? Vous avez un apprentissage sur le management? Oui, il y a des formations internes. Je veux dire, voilà, le développeur, il vient de faire, il y a trop de bugs. Bon, comment je tape dessus? Je prends un annuaire, tu tapes pas dessus, tu essaies de comprendre comment ça se fait. Oui, voilà, mais je veux dire, ça, il peut y avoir des cons qui vont taper dessus, finalement. Oui, il y a des cons. On a des cons partout. On a des cons et des incompétents. Je pense qu'au même ratio que n'importe qui dans le monde, en fait. Le truc, c'est qu'on est beaucoup. Donc forcément, il y a beaucoup plus de cons. Mais il y a aussi beaucoup plus de génies et de smart people. Mais t'as pas de solution pour ça. Le gars, tu vas gérer ça différemment. Si t'es humain, si t'es un peu sociopathe, tu vois...
Et tu as des managers, c'est des débiles, et tu as des managers, c'est des génies qui vont te faire progresser. Ben, c'est comme quand tu vas à l'école. Il y a des bons profs et il y a des mauvais profs. Il n'y a pas de solution pour ça. Et donc, une fois que l'application, elle passe tout ce processus de code review, de validation, etc., on arrive à dire, bah, OK, on va pouvoir utiliser cette build et la mettre dans le grand public, on va dire. Donc, de passer en mode de déploiement. Ça se passe comment? Qui décide ça? Ce sont les PM qui disent, OK, on estime maintenant que c'est bon? Ou il y a... Par exemple, c'est l'équipe de Gabe Hall, si tu regardes Windows, qui va évaluer la qualité. C'est un quality director, donc il va dire, OK, donc là, les bug rates, on fait des bug bash de temps en temps. Qu'est-ce que c'est qu'un bug bash? Tout le monde, dans un groupe, va se servir du produit pendant une journée entière. Et on fait des concours à celui qui trouve le plus de bugs, et celui qui trouve le plus de bugs, il gagne des donuts, tu vois. Donc l'idée, c'est vraiment, on stresse le produit. On le stresse. Et quand les bug bash sont faits, on arrive à ce qu'on appelle le Zero Bug Day, ZBD, pardon. C'est-à-dire qu'on considère qu'il y a 0 bug bloquant. Il y a toujours des petits bugs qu'on sait, mais qui sont dans des cas hyper particuliers et qui vont être fixés plus tard, où on considère qu'il y a vraiment un prix. On peut y aller. Et à ce moment-là, on a ce qu'on appelle le sign-off, la signature du grand chef, Gabe Hall en l'occurrence, qui va dire allez, c'est bon, go, on y va, j'appuie sur le bouton. Et ça sort. Et la build sort de l'état interne pour passer en externe. En insider, là. Et là, en insider, tout à fait. Une fois qu'on a fait le tour de l'insider, on est arrivé à un certain niveau de feedback des utilisateurs. Grosso modo, on est satisfait et les gens sont satisfaits. Et on dit OK, ça sera celle-là qui sera la release candidate pour être TH2 en novembre. Tu vois? Elle va encore repasser des batteries de tests pour être bien sûr qu'elle est peaufinée, que les drivers sont corrects. On fait des installations sur plein de machines différentes. On envoie ça à des early adopters. Et quand c'est bon, le jour J, bien, on la publie. Et les grands PM sont déjà en train de penser la suite depuis un bout de temps. Ah, nous, ça fait un moment qu'on est passé à autre chose, effectivement. Je veux dire des bêtises, on va pas parler de Windows 11, mais je veux dire, on est déjà à ce stade de la Redstone 1. Non, je suis d'accord, mais je veux dire la suite. Hein, je parle vraiment de la suite. C'est pour ça que je parle de Windows 11. Ah oui, la Redstone 1, on a déjà fini. On est déjà au-delà chez Microsoft, après la Redstone 1? Non. Vous avez une visu là sur ce qui va arriver? On a une visu de ce qui n'a pas passé la barre pour Redstone 1, et qui sera donc postponé à Redstone 2, forcément. Voilà, d'accord. Ça, oui, j'ai effectivement des fonctionnalités. Je sais que j'ai pas pleuré assez fort pour les avoir. D'accord. A priori, ça devrait arriver dans des versions ultérieures. Tout à fait, c'est jamais éteint. Sauf vraiment le mec est con, quoi. Il te demande une fonctionnalité, je veux que ça me génère un burger sur le lecteur disquette. Ouais, ben non, ça marchera pas ça. Le user voice, tu en avais parlé dans Lifestyle, c'est un système où il y a 1000. Voilà, il y a un quota qui fait qu'à partir d'un stade, on fait attention à ça? En fait, on fait attention à vraiment ceux qui sont dans les tops, tu vois. Et on fait aussi attention à ceux qui sont très bas. Parce que ceux qui sont très bas, c'est vraiment un indicateur pour nous que les gens s'en foutent, ou que les gens concernés ne sont pas sur le user voice. Parce qu'il faut aussi se méfier de ça, quoi. Tout le monde ne fait pas l'effort d'aller sur le user voice, et pour autant, ça ne veut pas dire que la fonctionnalité en question n'est pas bonne. C'est un très fort indicateur. Quand tu vois les tops, c'est sûr qu'elles seront réalisées. Sauf les tops qui disent, parce qu'il y a aussi des trucs genre utiliser Blink, qui est le moteur de Chrome, dans Edge. Non, effectivement, même si ça a plein de votes, ça on le fera jamais, quoi. L'user voice n'a pas de notion d'obligation pour nous, c'est un très fort indicateur, surtout pour moi, puisque c'est vraiment mon outil à moi, puisque ça vient de la communauté, que je mets sur la table avant d'appuyer sur les gros boutons rouges. Quand tu dis que ça vient de la communauté, donc effectivement, on voit que Microsoft est de plus en plus open source, tourné vers la communauté, etc. À partir de quel moment ou quel est le critère pour dire une application ou un module, tiens, on va le mettre en open source ou bien on va se baser sur ce genre d'outil? Quelle est la frontière entre les deux? Ta question, c'est quand est-ce qu'on décide d'utiliser ou de développer quelque chose nous-mêmes ou d'utiliser quelque chose open source, c'est ça? Oui, ou des développements qui existent chez Microsoft, de les passer en open source aussi. C'est une très bonne question. Ça dépend, c'est vraiment au cas par cas. On va bientôt annoncer quelque chose en open source. Tu vois, typiquement, là, mi-novembre, on va annoncer un truc en open source, on pourra en reparler si vous voulez à ce moment-là. Donc c'est chaud de t'en parler, mais quand on décide de mettre quelque chose en open source, c'est qu'on considère qu'à l'intérieur du produit, il n'y a rien que Microsoft possède qu'on n'a pas envie que les autres aient, parce qu'il faut protéger notre propriété intellectuelle. Oui. Et forcément, tu vois, typiquement l'argent que l'on fait aujourd'hui sur Android, si on avait mis en open source le code qui a été utilisé par Android, du coup on n'aurait pas gagné d'argent, tu vois. C'est du coup savoir, Microsoft doit payer mon salaire,
Et donc, il est important que Microsoft gagne de l'argent pour moi. Donc, on ne va pas mettre en open source des choses dont on pourrait effectivement tirer un revenu. Et par contre, on va mettre en open source des choses qui vont aider la communauté. Et ça, c'est mon boulot aussi en tant que programme manager pour Edge, c'est de mettre en open source des choses comme Babylon.js, des choses comme Vorlon.js, etc. De dire, il y a des fonctionnalités là-dedans qu'on aurait pu vendre, mais finalement, on va considérer qu'il est plus intéressant que la communauté s'en empare également pour les aider à utiliser mieux nos produits. Donc, il n'y a pas de réponse à ta question. C'est au cas par cas. Et quand donc c'est mis, par exemple, des produits en open source, le code est distribué, donc évidemment, chacun peut modifier, peut envoyer des adaptations dans du code, et ils sont réintégrés comme si c'était des développeurs chez vous. Donc, ils repassent par le même processus. En fait, si tu vas prendre l'exemple, donc aujourd'hui, je te donne un exemple. Babylon.js va être utilisé à partir, c'est un peu secret, mais bon, pas trop, donc c'est pas très très grave. Xbox Avatar, le site web où tu vas pouvoir acheter tes avatars et les habiller, utiliser Silverlight. Ouais. Or, Silverlight n'est plus supporté dans Edge, ni dans aucun autre navigateur d'ailleurs. Donc, il a bien fallu trouver une solution pour afficher de la 3D. Donc, ils ont utilisé Babylon.js. Donc, c'est un produit Microsoft, mais qui est open source. Quand quelqu'un va soumettre quelque chose à ça, dans Babylon.js, donc quelqu'un de l'extérieur, c'est moi qui valide et qui fait la peer review en l'occurrence. Je vérifie que le code fonctionne bien, je fais mes tests, etc. Quand ces tests-là sont validés, un jour ou l'autre, je décide de sortir une version stable de Babylon.js. Donc je crée sur l'open source, en l'occurrence sur GitHub, une release. Donc c'est à peu près le même principe. Je considère, ok, là, cette version, je vais la figer, ça va être la 2.2. Et à ce moment-là, les équipes internes qui se servent du produit open source sont autorisées à venir l'utiliser dans leur produit à eux. C'est ça, mais donc ça ne prend pas le même type de process dont on parlait tout à l'heure, avec les mêmes serveurs de build, etc. quoi. Non, c'est pas possible. Ouais, tout à fait. Okay. On a embrassé la version open source complètement. Donc on se base sur GitHub, on se base sur les reviews sur GitHub, on fait des commits sur GitHub, on merge les branches avec GitHub et on fait des releases sur GitHub. On fait vraiment tout en open source. Il n'y a rien qui est caché si tu veux. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Vous travaillez directement avec ce genre d'outils. Voilà. Et les équipes internes ont le droit de s'en servir, sauf qu'effectivement, elles peuvent décider de prendre une branche bêta, mais c'est à leur risque et péril, puisqu'il n'y a pas de garantie aucune qu'il n'y ait pas de bug. Tu vois. On n'a pas du tout la même process de qualité. Donc pour le coup, la plupart du temps, ils s'intègrent que les versions stables. Et on parlait des user voice tout à l'heure, donc un site web pour pouvoir récupérer toutes les nouvelles demandes, les infos, etc. Tout ce qui est communauté style canal MVP, ça intervient comment? Parce que ça, c'est de manière un peu plus indirecte. C'est un peu plus indirect, les MVP ont des points d'entrée directs, c'est-à-dire que pour le coup, ils peuvent aller pinguer les PM. Ah oui, ok. Et directement faire des commentaires, mais là, il n'y a pas de support particulier, c'est un canal classique, on envoie un mail ou ce genre de choses. Quoi. Ouais, c'est ça. Ils ont un mailing list, je crois, et puis surtout, après, ils sont invités ici, ils viennent nous rencontrer, ils discutent avec nous. Tu vois, nous, jusqu'alors, j'avais, pour IE, il n'y avait pas de MVP, ça s'appelait les User Agent Group. Qu'on a réintégré en tant qu'MVP cette année. Donc les gens, tu vois, on avait des listes de distribution tout bêtement où on discute tous ensemble et ils te disent je comprends pas pourquoi vous avez fait ce choix-là. Et donc là tu expliques et là ils argumentent, on contre-argumente. C'est exactement ce que je fais tous les jours avec les autres, mais je le fais aussi avec les MVP. Ça m'a vraiment surpris ça quand on va à Seattle que voilà tu parles avec les product managers, ils se présentent, voilà ils font ça, c'est leur rôle, c'est fou. Puis tu les vois, enfin je veux dire tu les vois en vrai, ouais, c'est assez. Ça paraît très ouvert en fait à ça. Et ils nous demandent beaucoup à chaque fois. Hein, ils veulent du feedback. C'est un mot que tu attends, je sais pas combien de fois par jour. Parce que c'est ça qui fait qu'on décide que le produit va aller dans telle ou telle direction. Quoi. On ne peut pas complètement ex nihilo penser à toutes les bonnes idées, tu vois. Ouais. Ceux qui se servent le plus de nos produits, ben, c'est pas nous, c'est vous. Très bien. C'est en tout cas très intéressant. Je ne sais pas si Christophe, tu avais d'autres des questions débiles. Si, j'en ai 3000 des questions débiles. Il y a encore des eggs dans les logiciels. Avant, on voyait ça sur Microsoft. Ouais. Tu allais sur Excel, puis tu tapais des trucs. Pouf, voilà, les développeurs avaient pris le temps de faire une connerie dans le programme. Ça existe toujours. C'est vrai? Oui, bien sûr. Il y en a dans Edge? Oui. Mais pourquoi on n'est pas au courant? C'est quoi c'est des eggs. Si on te dit ouais, non, mais voilà. Si vous les gardez que pour vous, c'est moins marrant. Je sais à quoi Christophe va passer sa nuit maintenant. Non, mais si tu sais que parfois, moi, dans beaucoup de programmes, je dis tiens, je vais cliquer 2 fois là en appuyant sur CTRL ou machin, ou je vais taper un mot-clé, tu sais, un mot que tu sais que le développeur il aime bien. En mot de recherche, peut-être que ce mot de recherche-là déclenche autre chose. Ça m'arrive souvent de tester des conneries comme ça. Mais ça, c'est une question que j'avais alors de manière plus générale par rapport à ce genre de détails. Comment ça se passe au niveau de la qualité?
Parce que ceux qui doivent vérifier les applications, ça ne fait pas partie des fonctionnalités demandées au départ. C'est des ajouts supplémentaires du dev. C'est du code qui se trouve dedans. Donc tout code, il y a des risques de bugs aussi. Et bon, quelle est la réaction des qualiticiens par rapport à ça? Après, ça reste des fonctionnalités entre guillemets assez light, mais qui sont effectivement intégrées comme une autre fonctionnalité normale. Ah oui, c'est ça, c'est reconnu comme une fonctionnalité. C'est une fonctionnalité normale, tout à fait. C'est aussi important, je pense, tu sais, les développeurs, des fois, ils passent des journées, c'est pas facile, quoi. Donc si tu peux leur laisser un peu de temps en temps, un peu de champ libre d'air pour bosser sur un truc un peu fun ou rigolo. C'est ça, mais ils font pas ça dans leur coin, c'est vraiment, il y a à la limite, il y a des tâches qui sont prévues dans TFS pour ça, quoi. Quelle est la liberté, quoi. Ça ouvre un gros trou de sécurité, c'est absolument inacceptable. Oui, c'est la liberté du développeur, tu veux dire un peu, Denis. Oui, c'est ça. Si c'était, je pensais que je me dis peut-être que c'est fait par des équipes dans le coin, puis on le montre en disant tiens on va le mettre et oh bah ouais ok c'est cool, on le rajoute. Mais non, c'est déjà pensé dès le départ. C'est pas soumis au grand public, c'est pas distribué évidemment puisque c'est le but de ce genre de fonction, mais c'est connu par toutes les équipes de dev chez Microsoft, quoi. Absolument. Tu parlais tout à l'heure de DX. Tu te sers encore beaucoup de tes copains de DX France? Oui, c'est mon laboratoire d'essai. C'est normal finalement. Oui, je suis très proche d'eux et puis. Tu sais, la barrière de la langue, même si ça fait 2 ans que je suis ici, c'est pas une barrière de langue, c'est plus une barrière culturelle. Tu vois, des fois, parce qu'on a été élevé différemment, c'est pas facile de convaincre mes chers légionnaires ici. Donc parfois, j'essaie juste avec DX France de tester ça sur quelques, j'allais dire, cobayes, pour prouver que ça fonctionne. Et après, on remonte ça. Alors, parce qu'après, il n'y a plus de discussion une fois que tu as prouvé que ça fonctionne et que tu as derrière toi des entreprises qui veulent suivre. Il n'y a plus de discussion possible. C'est ce que je te disais, c'est terminé. Ok. D'accord. Au niveau de Edge, tu peux nous parler de ce qui arrive ou c'est encore bien clos au niveau de TH2? À TH2, normalement, on est feature complete au niveau de la web plateforme. Donc, la build que vous avez aujourd'hui en tant qu'insider, les fonctionnalités de la plateforme elle-même, Edge, sont closes. Et les nouveautés arriveront après pour les insider preview de Redstone. Et après, il y a des trucs au niveau de l'interface, mais déjà, on en a shippé pas mal. Hier, on avait la tab preview, il y a eu le drag and drop. Qu'est-ce que j'ai vu passer? Qu'est-ce qu'on a fait passer encore? En fait, on améliore beaucoup l'UI maintenant. Synchronisation des favoris et des onglets. Oh, putain, parle-moi de la synchronisation des favoris. C'est bon, c'est dans la build. Si tu installes la 565, c'est dedans. Alors, est-ce qu'on parle des favoris? Parce que moi, ce que je retrouve un peu dommage, c'est que nativement, il ne me l'a pas proposé. La toute première fois que j'ai eu Windows 10, l'Edge ne m'a pas proposé naturellement dire hey, salut, tiens, j'ai vu que tu avais sur IE tel favori, je te les importe. Non, ça s'est pas passé comme ça. Ça, c'est un peu dommage, je trouve, parce que finalement, l'utilisateur lambda, moi, je m'y attendais. Après, entre mes deux Edge sur mes deux PC, ça va être synchronisé? Oui. Comment ils vont faire? J'ai déjà maintenant différents favoris à droite et à gauche. Sans fusion? Il va falloir que tu fasses un choix. C'est vrai? Il n'y a pas une fusion? Qui va décider? Non, si, ça va fusionner. Ça va te fusionner les deux, tout à fait. D'accord. Et après, à toi de supprimer ce que tu veux ou ce que tu veux pas, quoi. Et on parle de PC, mais la synchro va se passer aussi avec le téléphone. Oui. Ouais, c'est naturel. Il y a des améliorations au niveau des clics droits sur les favoris, par exemple? Oui. Par exemple, toi, j'ai vu ma femme, parce que moi je dis rien à ma femme, elle a un navigateur, elle s'en fiche que ce soit telle marque ou telle marque, tel produit ou tel produit. Un truc, la première chose qu'elle a dit, je tape où l'adresse? Ah, bah oui. Alors ça, mets ta souris là-haut. C'est un feedback que j'ai, qui est dans ma liste de défonçage, tu vois, qui va remonter à Satya. C'est inacceptable, ce truc qui te cache la barre d'adresse. C'est-à-dire, je lui ai dû lui dire, regarde là-haut, mets ton curseur, tu vas la trouver. Voilà, mais c'est que si tu cliques, tu vois, c'est pas bon. D'accord. Donc voilà, ça c'est contre-ergonomique, c'est une erreur des designers, ils en font aussi, et il faut qu'on enlève. Ça c'est ma conviction, David Catu, tu vois, pas... Et maintenant mon travail c'est de faire en sorte que j'arrive à convaincre le gars qui est responsable de la barre d'adresse. Ça fait 2 fois dans Lifestyle que je dis, allez, on va parler un peu d'Edge. Sans méchant, mais voilà, en parler, parce que parfois il y a des trucs qu'on aime et qu'on n'aime pas. Et parfois, moi, mon ressenti perso, bon, j'ai adopté Edge, sauf que je reviens sur IE parce que parfois, il ne me mémorise pas mes mots de passe Edge. Mes mots de passe sur des sites qui sont protégés avec un HT password, HT access, ça, il ne mémorise pas. Donc, à chaque fois le retaper, là, je reviens sur IE. Ou parce que mes favoris sont beaucoup plus nombreux sur IE. Et puis, je les ai mis en tout petit. Tu sais, j'ai pas mis de nom, c'est que des petits icônes là, à la queue leu. Et il y a une gestion de dossiers. Tu sais, je mets des dossiers, par exemple, dev, le blog, MS. Tu vois ce que je veux dire au niveau de la barre d'IE.
Donc c'est pour ça que parfois je suis encore un peu sur IE. Donc il y a les deux. Alors, historiquement, en fait, il y a des choses qui s'est passées lors du développement de Edge. Il faudrait que je revienne le jour. Il faudrait que tu m'invites sur Lifestyle pour qu'on en parle. Mais grosso modo, effectivement, on a pris un peu de retard au démarrage. Et puis, c'est un nouveau navigateur. C'est-à-dire que c'est recommencé de zéro. IE, tu me parles là, ou Chrome, ou Firefox, ils ont eu 52 versions pour en arriver là. Tu vois. Là, aujourd'hui, tu vois, Edge, c'est la première version. Remets-toi à IE1, ou réinstalle juste Firefox 1, ou même Chrome 1. Tu vois. Et on va discuter de la différence massive qu'il y a. Ah non, mais je mets pas de contraire. Soft, etc., etc. Mais bon, je suis d'accord. Ça reste la première version du navigateur. Mais beaucoup de points sont probablement réglés avec les extensions qui vont arriver dans Edge aussi, je suppose. Oui. Parce qu'on aura tous ces problèmes-là dont tu parles, Christophe, je suppose, même si ça n'existe pas, même nativement, les extensions vont pouvoir régler. Il y a déjà une date prévue pour une sortie des extensions ou c'est pas... Non, c'est pas encore prévu. Okay. Enfin, c'est prévu qu'on les ait, c'est ça ma réponse, mais je sais pas te dire quand. Est-ce que si on regarde, voilà, comme tu disais tout à l'heure, en regardant les user voice, on a une information en gros sur ce qui arrive réellement? Ah oui, tu as de gros indices sur des choses qui sont importantes qu'on gère. Oui, c'est essentiel, d'accord. Mais c'est une bataille sur tellement de fronts, parce que là, ce que tu vas voir sur le user voice, la plupart du temps, c'est ajouter service workers, ajouter WebGL2, ajouter, tu vois. Donc ça, c'est dans la web plateforme. Mais au-dessus de la web plateforme, il faut aussi vraiment qu'on améliore l'interface de Edge. Il faut aussi qu'on ajoute le support des extensions pour qu'elle soit user-friendly, qu'elle corresponde. Donc il y a vraiment ces deux fronts qui sont menés en parallèle. Et ça ne parle que de Edge. Maintenant, tu imagines ça au niveau de tout l'écosystème Windows, Office, Xbox, tu vois. Où ces problèmes-là, ils sont démultipliés par le nombre de produits que l'on gère, en fait. D'accord. Il y a souvent des équipes dédicacées pour l'UI, pour l'interface graphique? Oui. Je réfléchis dans Office, c'est le cas. Oui, tout à fait. Parce que c'est le cas ici au niveau de Edge aussi. Je dirais, il y a une équipe qui s'occupe du design, de l'ergonomie. Oui, tout à fait. C'est très souvent le cas. Elle est très distincte de l'équipe de dev? Il y a une frontière, je veux dire? Il y a une frontière, c'est pas les mêmes équipes. Oui. Elles se parlent beaucoup, mais c'est pas les mêmes équipes. Tiens, des devs comme ça, il y en a que à Seattle? Microsoft ne fait que du développement à Seattle ou il y a des autres? Et non, il y en a à Paris, par exemple. C'est l'équipe, tout ce qui est Xbox, enfin Groove Music est à Paris. Il y a des équipes de développement autour de HoloLens en Angleterre, je sais. Il y en a beaucoup. Alors 95% doit être à Seattle, bien évidemment, mais on a quelques équipes dans des pays aussi, autres. Parce que ça doit pas être simple à gérer aussi. Enfin, on parle d'ergonomie d'un pays à l'autre, surtout si on prend, je suppose, des pays style pays asiatiques ou autres. Ah ben on a une équipe dédiée, complètement dédiée à tout ce qui va être interface avec les pays non à caractère latin. Donc les pays arabes et les pays à idéogramme comme la Chine ou le Japon. Et à ce moment-là, avec la possibilité d'avoir des interfaces différentes? Oui. Ah oui, ok. Oui, parce que, tu vois, un exemple, nous on lit de gauche à droite, les écritures arabes c'est de droite à gauche. Ça implique beaucoup de choses quand même. D'où bouton démarrer à droite, quoi, c'était pas ça. Exactement, tu penses à ça, mais ça peut être également les idéogrammes pour dire, nous il va falloir 7 caractères, il va falloir 25 caractères, enfin tu vois, c'est différent. Ça peut vraiment impacter l'UI. Et après, tu as des croyances aussi, genre, tu vois, nous le vert c'est espoir. Je sais plus dans quel pays, le vert c'est signe de malheur ou je sais pas quoi, il faut pas utiliser de vert, tu vois, enfin, c'est quand, mais... Oui. Ah oui, donc les interfaces graphiques peuvent être quasiment entièrement revues. Il y a une idée générale qui va rester, bien sûr, mais oui, il y a des adaptations qui sont faites pour tenir compte des spécificités locales. Et tout ça est recentralisé après au niveau du code sur les mêmes serveurs chez vous? Oui. Et après tu builds, et quand tu builds, en fait tu fais pas une build, tu fais une build par langue. Et mais ça doit représenter une masse de code phénoménale aussi. Oui, c'est monstrueux. Les serveurs de build, c'est des bestiaux, quoi. Et tout le code maintenant, donc si vous utilisez VSO, c'est aussi utilisé, dire comme nous, dans Azure, vous utilisez votre propre infrastructure Azure pour pouvoir gérer tout ça, pour gérer SharePoint, gérer le code et tout le bazar? Oui, tout à fait. On se sert de nos propres outils. Enfin, vos propres outils qui deviennent les nôtres aussi, du coup. Oui, d'ailleurs, ça va dans ce sens-là, effectivement. Ouais. Non, c'est pas mal. Ok, je pense qu'on a fait un peu le tour du processus. Donc on a revu un petit peu tout ce qui était méthodologie, l'analyse des besoins, le coding, les tests, toujours important évidemment. Et on était jusqu'au déploiement. Je ne sais pas si Christophe, tu avais d'autres points à vouloir regarder, ou David, des choses qu'on aurait oubliées qui sont importantes pour toi? Pas de mon côté. Tu sais, en une heure, on peut pas. Je pense qu'on peut parler des jours et des jours. Là, je pense que le tour est sympa quand même. Bon, je pense qu'on a déjà bien survolé effectivement. Bon, après il faudrait rentrer dans les détails de chaque point dont on a parlé, mais je pense qu'effectivement en une heure on n'a pas le temps de voir tout dans le détail, mais ça fait un survol quand même assez agréable. Ouais.
Ben, merci. Merci à Avec toi, un Christophe. plaisir. Merci, David. De rien. Peux-tu nous rappeler peut-être juste comment on fait pour te contacter si on veut te joindre sur Internet, par exemple, un tweet, un Facebook ou autre chose? Alors, le plus simple, moi, c'est @deltacosh, DELTAKOSH. Ouais. Et sur Twitter, c'est le plus simple. Ok. Et pour toi, Christophe? Bah, Twitter, c'est pareil, ouais, voilà. C'est Tosnet 1 parce que le 0 était pris, quoi. C'est pas vrai. C'est triste. C'est des japonais. Faut essayer de le racheter, tu vas voir. Sinon, tu mets Tosnet avec un E entre le S et le N. Ouais, mais non. Alors TOS, ça vient qu'une petite fille ne savait pas dire Christophe. Et .net, c'est parce que mon nom de famille finit par .net, donc voilà. Bah oui, t'étais prédestiné à faire du C#. Ouais, enfin bon. Ouais, Si je peux en faire plus. Ok, merci beaucoup à tous les deux. Je vous propose à tout le monde de se retrouver d'ici quelques jours pour un prochain numéro de DevApps. Et d'ici là, merci à vous. On se retrouve sur le blog où vous pouvez nous envoyer vos commentaires, vos remarques. Et on suivra tout ça avec attention. Et à David si jamais il y a besoin d'autres infos également. Merci beaucoup. Salut, merci. Au revoir.